Notre première grande édition d'information. Eh bien, vous avez compris, Radio Guinée Métan de Conakry, bonjour, bienvenue dans le journal RTG Midi, que nous commençons par les titres. La journée nationale de l'orpailleur se tient en ce moment même à Kankan, sous la présidence du chef de l'État. Le président Alpha Condé est arrivé hier dans le Nabaya, où il appelle les populations à s'investir dans le développement. Les travaux d'interconnexion des réseaux électriques des pays membres de l'OMVG ont été lancés ce week-end à Caleta. La réalisation de ce projet va mobiliser plus de 720 millions de dollars américains. C'est ce lundi la journée internationale des mutilations génitales féminines. Selon l'MSA, oui, plus de 130 millions de filles sont victimes de cette pratique néfaste à leur santé. Hors du continent, 1500 migrants secourus ce week-end au large de la Libye, un chiffre élevé en raison des conditions météo difficiles. Ce bilan fourni par les gardes-côtes italiens porte à plus de 4500 le nombre de migrants secourus depuis mercredi dernier. Le bras de fer entre la Maison-Blanche et la justice américaine se poursuit. Une cour d'appel a refusé hier de rétablir le décret anti-immigration signé par Donald Trump. C'était les titres. Mabiti Kamara au micro, Oumoula Khari Touré de l'autre côté des opérations techniques. Une fois encore, bienvenue. En plus bref, la journée nationale des orpailleurs est célébrée ce lundi à Kankan, présentement présidée par le président, le chef de l'État. Cette journée célébrée pour la première fois en Guinée réunit tous les acteurs concernés par la question de l'orpaillage. Et puis le président de la République est depuis hier à Kankan. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations de la savane guinéenne. Professeur Alpha Condé s'est réjoui de la qualité de la mobilisation. Le chef de l'État a invité les populations à s'investir dans le développement du pays. Abdul Karim Condé. Il était attendu par des milliers de citoyens à l'aéroport Yankana de Kankan. À sa descente d'avion, ovationné par la foule de l'aéroport au stade Malomadi Diakité. Le gouverneur de la ville de Kankan, dans son discours de bienvenue, a noté certains efforts du chef de l'État, notamment l'électrification des centres-villes, l'hydraulique villageoise et le renforcement des relations de paix entre le pouvoir et l'opposition. Votre brillante accession au pouvoir d'État après la première élection multipartie démocratique en 2010 a engendré une prise d'élan incontestable d'un renouveau national sous le label Guinée is back. Cet élan irréversible se traduit indubitablement par les actions de développement entreprises réalisées ou en cours de réalisation qui essaiment le territoire national. Ces actions salutatrices qui font le bonheur du peuple vont des méga-projets aux nombreux projets qui touchent les différents secteurs, notamment des secteurs sociaux et ceux qui assurent la fourniture de services sociaux de base de qualité, fruit d'un développement local, vecteur d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le président de la République, en s'adressant aux citoyens de Kankan, a remercié les femmes et les jeunes pour leur mobilisation, qui n'est pas une surprise. Vous ne vous remercierez jamais assez, mais vous avez confiance à la Guinée. Vous devez avoir confiance à la Guinée. Bien sûr, nous venons de loin, mais cela ne nous empêchera pas d'aller très loin. En effet, malgré les difficultés
malgré l'Ebola, la Guinée a repris sa marche en avant. Il n'y a de pouvoir de personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, d'arrêter cette marche. Le train a démarré. Ceux qui ne seront pas dans le train resteront sur les quais. Les artistes traditionnels et modernes, comme Aïcha Kone et Flane Sekou, ont animé la cérémonie à la satisfaction des invités. Les travaux d'interconnexion des réseaux électriques à des pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie EMVG ont démarré ce week-end sur le site de Kaleta. Il s'agit de la construction d'une ligne longue de 1677 km pour desservir les 4 pays membres de l'organisation à partir du barrage hydroélectrique de Kaleta et celui en construction de Sambagalo en territoire sénégalais. Plus de 720 millions de dollars seront mobilisés pour la réalisation du projet au cours du lancement des travaux de l'interconnexion des réseaux électriques de l'EMVG. Le président Alpha Condé a soutenu que le développement de l'Afrique doit nécessairement suivre celui de l'énergie. Ces propos sont recueillis par Mamadou Adamabari. L'Afrique n'a pas été au rendez-vous des 3 premières révolutions et nous tenons à être au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Mais cela n'est pas possible si nous ne maîtrisons pas l'énergie. L'énergie est à la base du développement. Dans quelques années, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine. L'Afrique est l'avenir du monde, mais cela n'est possible que si nous maîtrisons l'énergie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Car sur 1 milliard d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas accès à l'énergie. C'est-à-dire 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Comment l'Afrique peut se développer sans industrialisation? Seul le développement de l'agriculture et l'industrie peut permettre à l'Afrique de jouer son rôle. Cela n'est pas possible sans l'énergie. Cela n'est pas possible sans la coopération. Cela n'est pas possible sans l'interconnexion entre les différents États. Aujourd'hui, nous avons montré au 28e sommet que l'Afrique est consciente de cette nécessité, de son unité et de son intégration. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. Nous avons démontré que nous pouvons parler d'une seule voix au COP21 et nous remercions nos partenaires de s'être engagés à financer entre 2016 et 2020 10 gigawatts. Nous remercions particulièrement l'Union européenne qui s'est engagée à financer 5 mégawatts. Du 1er au 3 mars, nous aurons à Conakry la réunion de l'ensemble des bailleurs de fonds afin qu'ils concrétisent leurs engagements et le 4, nous aurons le conseil d'administration de l'AEU afin que tous ces projets soient mis en exécution. La Guinée est un pays minier, bien sûr, mais nous ne voulons pas faire des mines la base de notre développement, car le prix des mines ne dépend pas de nous. C'est fils à Londres, à Washington, à Ottawa. Notre développement doit être basé sur l'agriculture, l'agro-industrie et l'énergie. Car ça, nous maîtrisons. Et quand on réfléchit, qu'on regarde le monde, qu'est-ce que constatons-nous? Les populations augmentent. Pendant ce temps, les ressources alimentaires n'augmentent pas au même niveau. Ça veut dire que l'agriculture sera demain le pétrole du monde nouveau. Et l'Afrique est bien placée pour cela. Nous avons d'immenses plaines, un peu partout, des grandes capacités de barrage. Mais pour développer l'agriculture, la transformer, nous avons besoin d'énergie. Car nous avons besoin de faire des aménagements afin de pouvoir produire davantage avec des rendements plus élevés. Nous avons besoin de l'énergie pour transformer le parc première. Il ne faut plus que l'Afrique soit condamnée à être le pourvoyeur des matières premières et le marché où les pays développés déversent leurs produits finis. Nous devons transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières en Afrique. L'Afrique aujourd'hui ne peut pas être seulement des îles, c'est un très grand marché. Nous avons l'avantage, l'Afrique est le continent dont la population est la plus jeune, éclairée et accès aux différentes technologies du monde. Ce qui veut dire qu'à cause de l'énergie, nous devons développer l'enseignement. Car la jeunesse africaine doit maîtriser les nouvelles technologies afin que nous soyons au rendez-vous de la 4e révolution. Le peuple de Guinée doit être ouvert à l'ensemble de l'Afrique car nous avons toujours été panafricains et nous devons continuer. Les richesses de la Guinée ne doivent pas être seulement servir le peuple guinéen. Les richesses de la Guinée doivent être aussi celles de l'ensemble des peuples africains. C'est ça qui permettra à l'Afrique d'aller de l'avant. Je peux garantir à nos partenaires, les ministres du Sénégal, du Gambie et de Guinée-Bissau, que la Guinée sera toujours au rendez-vous du panafricanisme, la Guinée sera toujours au rendez-vous du donner et du partage. Le ministère de l'Agriculture cherche à comprendre la traçabilité des intrants agricoles subventionnés par l'État à travers le pays. Cette enquête confiée à l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires révèle que beaucoup de petits producteurs ne sont pas encore touchés par ce appui, un résultat qui pousse le département à étudier plusieurs pistes pouvant faciliter l'accès aux intrants. Adi Baldé, reportage.
62% des producteurs enquêtés affirment qu'ils n'ont pas fait recours aux intrants subventionnés au compte de la campagne 2016. Les raisons sont diverses. Les uns parlent de mauvais chemin dans la distribution, d'autres parlent de manque de moyens financiers pour acheter au comptant ces intrants, et un troisième groupe parle de retard dans la mise à disposition de ces intrants. Pourtant, l'idéal est de servir d'abord les petits producteurs. Madame Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture. Cette étude va nous permettre d'avoir une meilleure lecture de cela, mais surtout penser aux solutions pour faire en sorte que les intrants aillent aux plus démunis et que la subvention puisse bénéficier à ces petits producteurs et non pas aux agrotrafiquants. C'est vrai, l'engrais est faiblement utilisé et pourtant une des pistes de solution a été de mettre en place une usine d'engrais. Donc l'engrais est accessible aujourd'hui à tous. Peut-être que le prix de cession de cet engrais au niveau de l'usine est encore un petit peu élevé, mais c'est déjà une avancée. Pour la campagne 2016, le plus grand nombre de producteurs touchés par la subvention de l'État se retrouvent dans la région de Farana avec 49%, Zérékoré 47%, Kankan 46%, 43% pour Boké, Kindia 29%, Mamou et Labé sont respectivement à 26% et 24%. Pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, l'État doit se retirer de ce volet intrant. Docteur Oufamara Conté. Parmi vos recommandations, vous devriez inciter l'État à se défaire progressivement de l'achat et de la distribution des intrants. Hormis les produits phyto qui sont utilisés dans la lutte contre les grands fléaux. Mais tous les autres intrants, il faut faire en sorte qu'on passe la main progressivement au secteur privé qui en est l'acteur le mieux indiqué. En tout cas, si le chemin n'est pas revu, les producteurs auront du mal à relever les rendements à l'hectare, encore faibles en Guinée. Les récoltes n'ont pas influencé le prix des produits alimentaires importés cette année. Dans les marchés hebdomadaires, le riz se fait de plus en plus rare. C'est le cas de la sous-préfecture de Badi à Doubreka, où le prix du kilogramme de riz est resté intact. Adia Kamara. Cette année, les périodes de récolte et post-récolte n'ont pas été assez réjouissantes. Dans les marchés hebdomadaires, aucune abondance de produits alimentaires locaux avec des prix abordables n'a été constatée. Le riz local, par exemple, se fait de plus en plus rare en ce moment. Une situation qui inquiète ce marchand de riz, Mamadou Bassouma, rencontré au marché hebdomadaire de Badi. Cette année, il est très difficile d'avoir le riz. Ce n'est pas comme les années passées. On dirait que ce n'est pas le moment qui suivent les récoltes. L'arachide, le maïs, le folio, tout est cher. Même pendant la récolte, nous marchands, on n'avait presque rien comme bénéfice. Ça nous inquiète beaucoup. Pendant la période de récolte, le prix du riz importé était relativement revu à la baisse. Mais aujourd'hui, on assiste à une hausse du prix des denrées alimentaires sans aucune distinction, ce qui complique la tâche pour les marchands de riz local. Ici, le kilo de riz est resté à 6 000 francs. Pour le revendre, ça dépend. Tu ne peux avoir que 500 à 1000 francs comme bénéfice. Il arrive un moment où on ne gagne même pas ça. Et quand on vient parfois, même un demi-sac, on n'obtient pas. Cette situation interpelle les acteurs de l'agriculture. Il faut cependant donner davantage de moyens pour mettre en valeur l'agriculture traditionnelle. En tout cas, dans la sous-préfecture de Badi, comme un peu partout d'ailleurs à l'intérieur du pays, cette année sera marquée par une consommation à outrance de riz importé. Nous parlons aujourd'hui des mutilations génitales féminines à l'occasion de la journée internationale à célébrer chaque 6 février. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 130 millions de filles et de femmes sont victimes de mutilations génitales féminines dans le monde. Aminata Ba pour plus de détails. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 a pour objectif de mettre un terme à ces pratiques, indique le secrétaire général de l'ONU. Les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont reconnues au niveau international comme étant une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Elles sont le reflet d'une inégalité profondément
profondément enracinée entre les sexes et constitue une forme extrême de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Ces pratiques violent également leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, le droit d'être à l'abri de la torture et de traitements cruels, ainsi que le droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Pour encourager l'abandon des mutilations génitales féminines, il faut mettre en œuvre des initiatives coordonnées et systématiques, mais aussi impliquer l'ensemble des communautés sur la question des droits fondamentaux et celle de l'égalité de sexe, indiquent les acteurs impliqués dans ce sens. Ces initiatives doivent mettre l'accent sur le dialogue social et permettre aux communautés d'agir elles-mêmes en vue d'éliminer cette pratique. Elles doivent aussi pouvoir répondre aux besoins des femmes et des filles qui subissent les conséquences de cette pratique, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive. D'ailleurs, les acteurs impliqués dans l'abandon des mutilations génitales féminines se fixent pour objectif à transformer le monde au cours des 15 prochaines années, d'où le thème 2017 « Bâtir un pont solide et interactif entre l'Afrique et le monde afin d'accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines ». Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Présent actualité africaine et internationale, un sommet extraordinaire sur la sécurité au Sahel se tient ce lundi à Bamako au Mali. Les chefs d'État des pays membres du G5 se réunissent autour d'un thème, la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Les pays membres de la G5 sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Le décès d'Étienne Tshisekedi met à l'épreuve l'opposition congolaise qui s'était rangée derrière cette figure influente. Sa disparition constitue un défi en pleine négociation des modalités d'application de l'accord du 31 décembre dernier. Le texte prévoit une cogestion du pays jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle fin 2017. Quelques 1500 migrants ont été secourus ce week-end au large de la Libye, un chiffre inhabituellement élevé en raison des conditions de météo difficiles. Ce bilan est fourni par les gardes-côtes italiens qui coordonnent les opérations dans la zone. Selon eux, ce bilan porte à plus de 4500 le nombre de migrants secourus depuis mercredi dernier. L'Italie et la Libye ont de leur côté signé un mémorandum d'accord prévoyant un renforcement de leurs frontières respectives pour parvenir avec l'aide de l'Union européenne à endiguer les afflux migratoires partant d'Afrique du Nord vers l'Italie. Le secours de ces derniers jours devra porter à environ 8500 le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Au moins 227 autres sont morts ou disparu en janvier au large de la Libye. Après plusieurs reports, l'élection du nouveau président somalien soutenu par l'ONU a été fixée au 8 février prochain. Ce sont les parlementaires, soit 275 députés et 112 sénateurs qui doivent désigner le futur chef d'État. Le suffrage universel direct pourtant promis aux Somaliens a été abandonné en 2015 compte tenu de l'instabilité politique et sécuritaire que connaît le pays depuis plus de 2 décennies. De nouveaux éléments à charge à François Fillon contre-attaque car le candidat à l'élection présidentielle française a prévu de s'exprimer ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse à son QG de campagne à Paris. L'annonce a été faite par son équipe de campagne sans donner d'autres détails. Le torchon brûle entre la Maison-Blanche et la justice américaine. La Cour d'appel fédérale de San Francisco a rejeté hier la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret anti-immigration signé par le président américain. Elle a ainsi soutenu cette décision du magistrat qui avait émis vendredi dernier une injonction temporaire qui a eu pour effet de bloquer le décret présidentiel le temps qu'une plainte déposée il y a une semaine soit examinée. En conséquence, les ressortissants de ces
17 pays à majorité musulmane visés par le décret en question pouvaient continuer de rentrer sur le territoire américain. Quelques 6 000 à 60 000 visas suspendus par ce texte ont également retrouvé leur validité selon la diplomatie américaine. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 a pris fin hier au Gabon. Le Cameroun a battu en finale l'Égypte sur la marque de 2-1. L'équipe camerounaise se hisse pour la 5e fois sur le toit de l'Afrique. Mamadou Yaya Djandou. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée sur fond de suspense et de surprise. La phase de poule, à l'issue de laquelle 52 buts ont été marqués, a été caractérisée notamment par l'élimination du Gabon, pays organisateur, et de l'Algérie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la République démocratique du Congo n'ont pu honorer leur statut de favori. À l'inverse, des équipes considérées comme outsiders sont montées en puissance au fil des matchs et se sont hissées au dernier carré de la compétition. Il s'agit de Burkina Faso, du Cameroun et de l'Égypte. Après avoir perdu la demi-finale face à l'Égypte, les étalons du Burkina Faso ont privé du Ghana leur 4e petite finale qui s'est soldée par 1-0 en faveur des Burkinabés. Le Cameroun, avec une sélection décimée par l'absence de 8 cadres de l'équipe, les Lions indomptables ont balayé le Ghana en demi avant de retrouver en finale l'Égypte et notre routier du football africain. C'est à l'issue d'un match épique et plein de caractère et de détermination que le Cameroun a renversé l'Égypte. Pourtant, tous les voyants étaient au vert pour celle-ci, car à la 22e, Mohamed El Nani a été à la conclusion d'un bon mouvement collectif 1-0 pour l'Égypte à la pause. À la reprise, Nicolas Nkoulou égalise à la 59e avant que Vincent Aboubakar entrait en jeu nous cloue El Adari sur sa ligne à la suite d'un enchaînement parfait. Poitrine, aile de prison et reprise de volée pour porter le score à 2-1. Le Cameroun monte pour la 5e fois sur le toit de l'Afrique et balaye les souvenirs de ces 2 cannes perdues face à l'Égypte en 86 et 2008. Le meilleur buteur de la compétition est revenu à la République démocratique du Congo et l'autre s'appelle Junior Kabananga avec 3 réalisations. L'une des particularités de cette édition est l'augmentation des primes à 16 milliards 400 millions de dollars. Le Cameroun, vainqueur de cette édition, aura 4 millions de dollars contre 1 500 000 il y a 2 ans. Et la deuxième équipe qui est l'Égypte va recevoir 2 millions au lieu d'1 million il y a 2 ans. C'est donc dans la peau de champion d'Afrique que le Cameroun organisera sa CAN en 2019. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant le rappel des titres. La journée nationale des orpailleurs se tient en ce moment même à Kankan sous la présidence du chef de l'État. Le président Alpha Condé est arrivé hier dans le Nabaya où il appelle les populations à s'investir dans le développement. Les travaux d'interconnexion des réseaux électriques des pays membres de l'OMVG ont été lancés ce week-end à Caleta. La réalisation de ce projet va mobiliser plus de 720 millions de dollars américains. C'est ce lundi la journée internationale de mutilation génitale féminine. Selon l'OMS, plus de 130 millions de filles sont victimes de cette pratique néfaste à leur santé. Et puis hors du continent, 1500 migrants secourus ce week-end au large de la Libye, un chiffre élevé en raison des conditions de météo difficiles. Ce bilan fourni par les gardes-côtes italiens porte à plus de 4500 le nombre de migrants secourus depuis mercredi dernier. Le bras de fer entre la Maison-Blanche et la justice américaine se poursuit. Une cour d'appel a refusé hier de rétablir le décret anti-immigration signé par Donald Trump. Et voilà comment s'achève ce journal présenté par Mabinti Kamara. À tous, merci de l'avoir suivi. Oumoulaheri Touré était aux opérations techniques. Réalisation Mamadou Bassouma Tessema, coordination rédactionnelle Amara Kamara. Suivez ce journal sur le site www.lecourrierdeconakry.com. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Guinée.